Bonjour à tous, c'est Valentin, le Home Cinéman, et on va parler aujourd'hui du film The Flash, réalisé par Andy Muschietti. Et je suis en compagnie de deux excellents invités, Loïc, que vous avez déjà rencontré la semaine dernière. Bonjour Loïc. Salut. Et aujourd'hui, exceptionnellement, nous avons Hugo. Bonjour Hugo. Bonsoir. Alors avant toute chose, à préciser qu'on va faire une partie non spoiler à partir de maintenant, et au bout d'un moment on va passer en partie spoiler, parce qu'il y a beaucoup de choses à spoiler dans le film. Alors d'abord, on va demander à notre cher Loïc de nous lire le synopsis, comme la semaine dernière. Vas-y Loïc. Alors, donc synopsis de Allociné. Les réalités s'affrontent dans The Flash lorsque Barry se sert de ses super pouvoirs pour remonter le temps et modifier son passé. Mais ses efforts pour sauver sa famille ne sont pas sans conséquences sur l'avenir, et Barry se retrouve pris au piège dans d'une réalité où le général Zod est de retour, menaçant d'anéantir la planète et où les super-héros ont disparu. À moins que Barry ne réussisse à tirer de sa retraite un Batman bien changé et à venir en aide à un Kryptonien incarcéré qui n'est pas forcément celui qu'il recherche, Barry s'engage alors dans une terrible course contre la montre pour protéger le monde dans lequel il est et retrouver le futur qu'il connaît. Mais son sacrifice ultime suffira-t-il à sauver l'univers ? Synopsis prometteur. Je me tais pour l'instant, donnez-moi votre avis. Oui, alors on va donner notre avis chacun pour l'instant sans spoiler, je rappelle. Alors, pour ma part, j'ai trop kiffé, j'ai adoré. Hugo Très agréablement surpris. et Loïc. Pour ma part, je dirais plutôt mitigé, mais j'attends de le revoir en fin de semaine en IMAX pour voir si l'expérience évoluera en positif ou non. Alors, à savoir que Loïc et Hugo aussi, mais ce sont de grands fans de DC, et voir Loïc fan de Batman ne pas trop aimer ce film est quelque chose de bizarre. Mais bon, on va s'expliquer tous ensemble. Sachant que, petite précision, moi je suis d'abord fan de Marvel avant d'être fan de DC. Alors, on en a un qui est fan de Marvel et qui a aimé le film, et un autre qui est fan de DC et qui n'a trop moyen aimé le film. Mitigé, justement, comme je disais. Mitigé. Alors, explique-nous ton avis mitigé, Loïc. C'est sans doute une question de circonstance, mais c'est vrai que j'ai pas été pris vraiment dans la séance. Et comme on l'expliquera au fur et à mesure de la critique, il y a des choses où j'ai pas été pris dedans, et bah si ça prend pas en fait. Ah, c'est comme la confiture, si ça prend pas, c'est mort. C'est vrai, mais là non, j'ai pas accroché. Peut-être qu'au deuxième visionnage ça ira mieux, mais pour l'instant je reste quand même assez mitigé. Et c'est là que je rebondis sur Hugo. Alors, nous deux, avec Hugo, on a beaucoup apprécié notre séance. Pourquoi, toi, Hugo, précisément ? Moi j'allais voir le film avec aucun a priori et je suis ressorti en me disant que j'avais passé un très bon moment, que j'avais vraiment bien aimé le film. Flash c'est un personnage qui m'intéressait vraiment pas du tout et j'ai découvert le personnage et pour être honnête il m'a plutôt plu et j'ai vraiment passé un très bon moment. Surtout que le film, faut vraiment apprécier Flash pour aller le voir puisqu'il apparaît en double. Et oui, et c'est pas un spoiler, on le voit dans les bandes annonces. Et c'est là, je pense, qu'on peut rebondir sur nos expériences, chacun avec Flash. Alors, on pourrait déjà préciser que la plus récente adaptation de The Flash, c'est la série de 2014, dont Loïc est un fervent connaisseur, je crois. J'ai regardé toutes les saisons sauf la dernière depuis qu'elle a commencé en fait tout simplement. J'ai suivi de très près le Arrowverse dès le début. J'ai suivi, j'ai arrêté à partir du dernier gros crossover qui annonçait la fin de Arrow, mais à part ça, on va dire que je connais quand même un petit peu le personnage. D'accord, et du coup cette série pour toi c'est... Pour moi, moi j'ai bien aimé la série. Une bonne adaptation de The Flash. Pour moi elle était bonne en tout cas. D'accord, bah, pour moi c'est de la grosse merde et Hugo n'a pas vu. D'ailleurs il y a quelques aspects de la saison 1 qui sont assez similaires à des événements du film, je crois. Après, les histoires de remonter dans le temps et avec sa mère, c'est un fil rouge qui traîne tout au long de la série en soi. C'est dans la mythologie du personnage. Exactement. Il y a aussi à noter une série des années 60 de The Flash dont il y a une apparition de l'acteur dans la série de 2014 que je crois personne n'a vu ici, donc on va pas s'étendre dessus. Elle était bien, pour l'époque elle était bien. Ouais, tu l'as vu toi ? J'ai regardé quelques épisodes, ouais, franchement elle était plutôt pas mal. Alors j'aimerais ensuite parler de l'enfer de la production du film, donc de The Flash de 2023, à savoir que, je sais pas si vous savez, mais le film a été reporté 2 ou 3 fois déjà. De mémoire, ça fait quand même très longtemps qu'on en parle de ce film, c'est-à-dire que je crois que... il y a 5 ou 6 ans, on en parlait déjà de cette histoire d'adaptation de l'événement d'ici Flashpoint. Je crois qu'il était prévu même depuis Man of Steel, enfin depuis le début du Snyderverse. Hein. Oui, c'était dans les tuyaux, dans les gros projets de l'univers Snyder, comme on pouvait l'appeler, même si je sais pas si on peut vraiment l'appeler comme ça, mais... Ouais. Comme on pouvait l'appeler avant que tout soit tombé à l'eau.
Bah, on va en reparler de l'univers Snyder justement parce que ça impacte un peu le film, vous allez voir, on en parlera en partie spoil d'ailleurs. Et puis déjà le film a été reporté plein de fois, il y a aussi 3 ou 4 réalisateurs qui sont passés par là. En vrai ça annonçait pas, je pense, un film d'une excellente facture, c'est pour ça d'ailleurs beaucoup de monde avait peur, et moi le premier j'avais pas envie d'aller voir le film à la base. Et c'est là qu'arrive la bande-annonce qui je crois nous a tous un petit peu hypés, alors sans être hypés mais ça nous a donné envie un petit peu, Loïc. Oui, totalement. Surtout qu'en plus, on avait déjà un background avec Ezra Miller, qu'on n'aimait pas vraiment, en fait, notamment dans les Animaux Fantastiques, et qui là est vraiment été peut-être meilleur, mais en tout cas était moins mauvais dans la bande-annonce que ce qu'il nous a pu faire dans les films précédents qu'on a pu voir. Et du coup, c'est ça aussi qui m'a intéressé dans ce film, qui m'a donné envie. Sans compter que le bonhomme a eu des déboires avec la justice sur lesquels on va pas revenir, on n'est pas là pour ça. Cela ne nous regarde pas. En effet, ça ne nous regarde pas. Et puis, dernière chose concernant la jeunesse du film, on va dire, c'est que tout au long de la promotion et puis de la jeunesse du projet, ils n'ont pas arrêté d'annoncer des caméos en veux-tu, en voilà. Donc pendant un temps, Henry Cavill devait être dans le film, et puis après, Michael Keaton devait l'être, et puis en fait non, et puis après Gal Gadot devait y être, et puis non. Et donc, au final, il y a des caméos attendus, et d'autres non. Donc en fait, cette histoire de caméos, c'est un peu un micmac dont vous pourrez démêler le vrai du faux en voyant le film. Et donc, après une production très compliquée, nous voilà avec le film au final. Commençons par le scénario alors du film. Qu'est-ce que vous, messieurs, vous diriez sur le scénario du film? Vous a-t-il convenu? Est-ce que vous auriez des points à redire? Est-ce qu'il y a des choses qui ne vous ont pas plu? Eh ben, moi, je dirais que je m'attendais à rien et que je ne suis pas déçu. Le scénario, il amène là où on pensait qu'il allait aller, mais avec quelques aléas qui sont très bienvenus. Alors, c'est difficile d'aborder sans spoiler. C'est pour ça qu'on en reparlera plus tard, mais le scénario tient la route et pour un film de super-héros comme on peut s'y attendre, marche plutôt bien. Tout à fait, Thierry. Il faut également noter que certaines parties du scénario sont inspirées, même tirées, du film d'animation, même des comics Flashpoint Paradox. Oui, les comics à la base. Mais qui a été plus récemment adapté en film d'animation, justement, qui était plutôt bien d'ailleurs, j'ai bien aimé. Parce que toi, Hugo, tu l'as vu, même Valentin? Non. Je connais les films d'animation d'ici, mais je n'y vais que très rarement. Et bah, je vous le recommande, justement, il est très bien. Et certains points du scénario du film sont tirés des comics, du coup, et aussi également du film d'animation. Et c'est ce qui m'a permis de me rattacher, d'avoir un minimum de base là-dessus. C'est ce qui m'a permis aussi de m'accrocher malgré tout à certains points du film, ce qui est plutôt intéressant. Alors on peut parler de cette histoire de Flashpoint. De toute façon, c'est annoncé dans la bande-annonce. On peut voir qu'il y a un duo de Ezra Miller. Alors Hugo, qu'est-ce que tu dirais de ce duo? Étonnamment, c'est un duo qui fonctionne plutôt bien, même s'il est constitué d'un seul acteur. Et curieusement, je me suis amusé à l'apprécier, alors qu'à la base, je ne suis pas fan de Ezra Miller. Et c'est un duo qui est très surprenant et qui fonctionne très bien entre la dualité du Flash actuel tel qu'on le connaît, qu'on a laissé depuis Justice League, et le Flash plus jeune, de 18 ans, qui n'a pas affronté les mêmes choses que le Flash actuel, et qui du coup en crée deux personnages qui sont Flash, mais qui ne sont pas les mêmes Flash, du coup. Moi j'ai trouvé que le duo était super intéressant. Et toi Loïc, sur le duo? Au début, j'ai pas accroché, comme je l'ai expliqué notamment au tout début. Il est vrai qu'avec les remarques d'Hugo, on peut penser aux deux Barry, un qui est plus mature que l'autre qui est plus immature. Et ça fait un parallèle avec justement le Batman et Flash qu'on peut voir au début, où le Batman est plus mature, lui fait la leçon, etc. Et le Flash qui est encore un enfant. Et on revoit ça justement avec ces deux Barry Allen. Et justement, c'est ce qui est intéressant avec ce duo, c'est qu'on a ce parallèle très intéressant. Et puis en dehors du duo des deux Flash, on a aussi toute cette histoire avec sa mère. Alors moi j'ai trouvé ça super émouvant, tout ce qui tourne autour de sa mère. Et on commence le film avec son père, du coup, qui est en prison pour le meurtre de sa mère. Et il doit passer en appel justement pour qu'on prouve que c'est pas lui qui a tué sa mère. Et moi je trouve que tout ce qui les entoure, c'est quelque chose qu'on voit pas assez souvent dans les films de super-héros. C'est la dynamique autour des parents, c'est du drame. Et généralement le drame, je parle surtout des films Marvel, c'est souvent désamorcé par de la blague. Alors c'est vrai que là
on a un deuxième Barry Allen qui est assez comic relief dans le film, mais tout ce qui entoure ses parents, je trouve que c'est du drame bien traité dans le film. Qu'est-ce que vous en pensez? Non, je suis d'accord. Pour une fois, on nous tourne pas en dérision ce qui s'est passé. On nous montre ce qui s'est passé et surtout les conséquences de ce qui s'est passé. Donc, d'un côté, la perte de sa mère et le père qui est accusé à tort d'avoir tué la mère. Et la mission de Barry Allen, alias Flash, c'est justement d'innocenter son père et de chercher par tous les moyens d'innocenter son père. Et là, on a cette fameuse date butoir qui serait un peu l'audience de ce que j'ai compris du film de La Dernière Chance, où on va chercher à innocenter le père et Barry Allen ne trouve aucune solution alors qu'il sait, et nous le savons nous-mêmes, que ce n'est pas que ce n'est pas son père qui a commis le meurtre. Ce qui fait qu'on se retrouve dans cette situation où on a le sentiment qu'il y a une injustice et que Flash est animé par cette injustice et qu'à côté de ça, il essaye autour de lui d'assumer son rôle de Flash et de sauver les personnes, pensant à la personne qu'il n'a pas pu sauver pour l'instant, qui est son père. Alors il n'y a pas de fin en soi puisque son père est en prison, donc tant qu'il est en prison, il y a de l'espoir, contrairement à par exemple l'oncle Ben qui lui est mort et ne peut pas revenir, mais on sent quand même que ici pour Flash il y a des responsabilités et que donc son pouvoir implique des responsabilités et qu'il doit quelque part être un justicier et aider son prochain comme le ferait tout super-héros de son calibre. Oui, c'est ça. Et puis pour une fois, tout ce qui entoure, voilà, la jeunesse du héros et le drame autour de ses parents, tout ce qui va provoquer le multivers et le changement de dimension, tout ça, c'est voilà quelque chose de sérieux. C'est pas des conneries comme dans les Marvel où voilà, on fait des conneries et du coup hop, ça enclenche sur le multivers et comme par hasard et puis c'est sur la blague quoi. On reviendra là-dessus sur la partie spoiler, mais là on sent que le multivers est amené non pas par principe ou par prétexte il faut amener le multiverse, mais qu'il est un peu découvert un peu comme ça sur le tas, et qu'en plus on n'a même pas au début la garantie qu'il y a un multiverse, puisque au début on est simplement dans on remonte le temps, on revient en arrière pour changer un élément du passé qui est ici empêcher que sa mère meure. Oui, finalement, le multivers est pas tant présent que ça, parce que c'est comme dans Retour vers le futur, en fait, il y a une première réalité, une deuxième réalité, et finalement, on y reviendra tout à l'heure, mais c'est pas... Je trouve que le multivers prend pas une place exponentielle dans le film, en tout cas, et c'est une qualité. On est plus dans un film sur le voyage dans le temps que sur un film sur le multivers en soi. Ouais, j'ai trouvé aussi, ouais. Exactement, le film, c'est surtout Barry Allen qui essaye de rattraper son erreur et de rectifier le passé comme il le peut, mais il voit bien que ça ne fonctionne pas, du coup il essaye de faire ce qu'il peut. Mais on n'est pas vraiment dans le multivers, on est surtout là sur Barry Allen, c'est vraiment le focus sur ce qui l'entoure, et le multivers c'est vraiment secondaire. On sent qu'on nous le dise, en fait, on s'en rend même pas compte en soi. Non, en soi, on pourrait passer les 90% du film sans se rendre compte qu'on pourrait être dans un univers alternatif et qu'on est simplement dans un passé un petit peu déconstruit. Ouais, c'est ça. Moi, j'ai trouvé que c'était un super élément du film. Et moi, je trouve que Flash, c'est le vrai héros du film. Parce que dans ce genre de film, un petit peu choral, où, voilà, je vous l'ai dit tout à l'heure, il y a plein de caméos, on voit plein de membres de la Justice League et puis de membres d'autres films. Et je trouve qu'on a vraiment l'impression que Flash garde le lead du film et que c'est lui le héros du film. Et voilà, on n'est pas parasité, trop en tout cas, par la présence d'autres acteurs dans le film. Non, je suis d'accord, c'est même... on a peur à un moment dans le film où ils vont chercher un certain personnage, et ce certain personnage, on peut imaginer que c'est lui qui va résoudre le conflit et qui va résoudre la situation, et au final, non, Flash garde vraiment le rôle de personnage principal, et on nous rappelle dans le film, que ça soit au début, au milieu ou à la fin, que c'est vraiment lui le héros du film, et que c'est lui qui va avancer et grandir à la fin de ce film. Et les autres personnages sont les bienvenus, sont là, mais on sent qu'ils ont un rôle secondaire dans l'histoire. Exactement, ils sont là pour l'épauler, pour l'aider à avancer, mais rien de plus, pas là pour prendre sa place. On pourrait revenir sur le méchant du film aussi, on l'a vu dans la bande-annonce, c'est Michael Shannon qui revient de Man of Steel. Ce méchant qui a été amené dans la bande-annonce et qui finalement n'est vraiment qu'un enjeu secondaire voire tertiaire du film, et qui au final n'est plutôt qu'un prétexte à amener une invasion dans le film ou amener un conflit dans le film, et quelque chose qui ne se résout pas vraiment à la fin du film. Et c'est une bonne chose dans le film, je trouve, c'est que on n'a pas le grand méchant comme Thanos dans Endgame et ça nous permet du coup de nous concentrer sur le héros, comme on disait tout à l'heure. Voilà, on n'a pas un méchant à développer et le héros ensuite. On est plus sur le dilemme de Flash, et vraiment est-ce qu'il doit accepter certaines décisions ou non. Loïc, toi qui es plus mitigé, qu'est-ce que tu aurais à dire sur le scénario qui t'aurait déplu? Non, sur le scénario, j'ai vraiment rien à redire, vraiment. Seulement, je trouve que c'est un beau parallèle
pour prendre les décisions, accepter les choses. Comme l'avant-dernier podcast qui s'est fait, donc sur Spider-Man, où justement le héros doit accepter ou non les choses, savoir si certains événements doivent se dérouler comme ça, ou s'il peut les modifier, tout simplement. Et pour terminer sur le scénario, qu'est-ce que vous pensez de l'humour dans le film? Parce que c'est quelque chose que Marvel maîtrise pas bien, je trouve. Le fait de surcharger les films de super-héros d'humour et de dédramatiser toutes les situations à chaque fois qu'elles se présentent. Et là, on pouvait avoir peur avec The Flash, parce que dans la Justice League, enfin en tout cas la version Joss Whedon, perso, moi je trouvais que Flash c'était un peu le guignol de service. Est-ce que vous avez eu ce ressentiment dans le film? Moi j'avoue que j'ai eu un peu ce ressenti d'un peu de vouloir faire comme Marvel. Comment dire, c'était lourd, mais pas trop lourd comme Marvel en fait. C'était vraiment sans trop forcer. Moi, en allant voir le film, je me suis douté que ça serait de l'humour, puisque quand on voit Justice League, la version qui est sortie au cinéma, on nous amène Flash, Barry Allen un peu comme le comique de service de la bande, avec d'un côté Wonder Woman, Superman et Batman qui sont un peu les héros sérieux et qui sont les plus puissants de la Justice League, et derrière Flash et même Aquaman dans Justice League où on sent qu'ils sont aussi là pour amener le côté humour. Donc en allant voir le film, je me suis dit qu'on allait avoir de l'humour. Ça m'a pas plus dérangé que ça, puisque le tandem Ezra Miller fonctionne assez bien là-dedans, donc l'humour je l'ai trouvé assez bien géré. On a quand même ces moments où on sent que le héros il envoie, qui est très iconisé, des moments qui peuvent être assez absents dans les productions Marvel ou qui ont assez tendance à désiconiser leur héros. Je pense au dernier Thor par exemple, où on n'a pas ces moments où on sent que c'est quand même le dieu du tonnerre. Donc là non, pour Flash, l'humour ne m'a pas dérangé plus que ça, et même le bienvenu quand on est dans le genre de personnage qui est un personnage assez léger, mais qui là dans ce film affronte quand même des dilemmes assez grands et costauds, même si on n'a pas un enjeu planétaire ou galactique comme on pourrait avoir dans d'autres héros. Là l'enjeu pour Flash est quand même un grand dilemme. Tu vois, tu parlais des situations où Marvel désamorce les situations dramatiques, et je trouve au tout début du film c'est l'une des toutes premières scènes où Flash commence à faire sa position, comme tu disais, iconique, où il commence à vouloir courir à travers toute la ville, et là la musique s'emballe, le titre commence à apparaître, et là tout d'un coup il y a une bande de filles qui fait "Ah Flash, je t'adore machin". Là pour le coup je trouve que ça commençait mal, parce que voilà, la musique s'emballe, et là d'un seul coup paf, une bonne blague, un truc pour détendre l'atmosphère, et après on reprend, et Flash reprend sa position iconique, et le titre réapparaît, et j'aurais préféré moi qu'on passe directement voilà à la position iconique, le titre qui apparaît, la musique qui s'emballe. Bon, c'est vrai que pendant tout le film, Hugo t'as raison, on a une bonne iconisation et de l'humour bien dosé, mais voilà, il y a quelques petits moments où c'est légèrement insupportable. Bah oui, là je te rejoins totalement, et c'est ce qui m'a fait peur au début du film, où je me suis dit, oh là, on rentre dans un film très codifié, très à la Marvel, où on va nous montrer Flash comme un loser pendant tout le film, et où on va le voir échouer les 3/4 du film et réussir une action à la fin, un petit peu comme dans la version Snyder Cut de Justice League, où on le montre un peu comme le loser de la bande pendant tout le film, et c'est lui qui résout un peu tout le conflit en arrivant à accomplir un miracle qui sauve toute l'équipe. Mais au final, le film a démontré le contraire très peu de temps après, donc, mais le début du film peut faire un peu peur à toute personne qui n'aime pas trop l'humour super-héroïque à la Marvel. Je pense qu'on a fait le tour du scénario. Je propose qu'on passe aux acteurs du film, de parler un petit peu des acteurs. Alors, à préciser qu'on a vu le film en VF. On a déjà abordé un petit peu Ezra Miller. Alors, pour résumer, je pense qu'on le trouve tous insupportable, le gars. Oui, de manière générale, moi c'est un acteur qui me convainc pas vraiment. Je l'ai connu la première fois dans Justice League, où il apparaît un peu sorti de nulle part, où on a l'impression un peu de voir un gringalet avec le costume de Flash qui n'accomplit pas grand chose dans la version Joss Whedon en plus. Et après on l'a surtout vu dans les Animaux Fantastiques, où on est un petit peu pareil. Après je pense que c'est aussi son personnage dans les Animaux Fantastiques qui veut ça, puisqu'on est sur un personnage très timide, réservé, un beau loser qui se révèle être apparemment, bon, même si je pense qu'on n'aura jamais la fin de cette histoire, apparaît comme le personnage le plus important de la saga, ou l'un des personnages les plus importants de la saga. Donc mon rapport à Ezra Miller s'arrête un petit peu là, plus ce qui se passe en dehors des caméras qui peut être un peu un frein quand on le voit en se disant, bon bah, qui c'est ce type quoi. Exactement, et c'est justement ce qui est intéressant avec le duo Ezra Miller, c'est qu'il y en a un vraiment qui est insupportable, comme on le voit, et un qui est beaucoup plus sérieux, et je le préfère plus sérieux, malgré tout. Bah, il ressemble plus au Batman
Batman. Il ressemble au Batfleck en fait, tout simplement. Pour moi, qui est le meilleur Batman. Oui, non, on sent que on n'a pas vraiment de temporalité de quand se passe ce film après Justice League dans la chronologie du film, mais on sent que Barry Allen a pris un peu de galon. Il a intégré un secteur de la police qui recherche des affaires non élucidées, et on sent qu'il a gagné en maturité, même s'il reste un peu fidèle à lui-même d'être quelqu'un de à la fois très rapide et qui apparemment est toujours en retard. Il est dans la police scientifique, d'où le fait que dans sa mythologie, si il se fait électrocuter en présence de produits chimiques, c'est justement parce que du coup c'est des produits qu'il utilise. C'est ce qu'on comprend, oui, dans l'histoire, et c'est aussi, il a intégré ce secteur-là à cause il veut innocenter son père, de ce qu'on comprend dans l'histoire, tout simplement. Moi j'ai le même ressentiment sur Ezra Miller que j'aime pas d'habitude, et là dans le film ça passe super bien, comme tu disais Hugo, il a un rôle plus sérieux et plus mature, donc je trouve que ça passe beaucoup mieux. Moi j'ai l'impression qu'il joue super bien dans le film, en tout cas la version qu'on a du Snyderverse, et j'ai un peu plus de mal avec l'autre version, donc le Flash plus jeune, mais bon, le fait qu'il fasse plus de blagues et qu'il soit un petit peu plus excentrique se justifie par son âge aussi. Donc pour le coup on peut pas le reprocher au film, et ça apporte aussi une petite dose de légèreté dans un film assez dur, où on parle quand même de la mort d'une mère et tout ça. Et il faudrait revenir aussi sur le personnage de Michael Keaton, le Bat Keaton. Qu'est-ce que vous en pensez? J'ai pas forcément d'attache particulière avec ce Batman-là, je vous avoue. Donc, mais pourtant t'es fan de Batman. Ouais, mais celui-là, je sais pas, j'ai pas plus d'attache que ça. Comme je vous l'ai dit juste avant, pour moi le meilleur Batman, ça reste le Batfleck. Bah du coup tu dois être content parce que Batfleck est dans le film aussi. Ah bah justement, c'est ce que je dis juste avant. Batfleck est là. On voit pas beaucoup en action, mais Batfleck est là, et du coup pour moi c'est... Et bah là pour le coup je vais rejoindre Loïc, c'est que moi j'ai aucune attache particulière à cet acteur en tant que Batman. Je l'ai surtout connu comme étant le vautour de Spider-Man Homecoming, en bien comme en mal. Donc j'ai pas vraiment d'attache à ce Batman. Moi, le Batman qui m'a le plus saisi, c'est le Christian Bale de la trilogie de Nolan. Donc, ce Batman-là, qu'il soit de retour, c'est quelque chose qui, moi, ne me hype pas, ne me chauffe pas, mais ça n'en reste pas moins un Batman tout à fait intéressant. Je saurais pas spécialement dire s'il reprend les traits de caractère des deux films de Tim Burton. Donc là, je te laisse là-dessus, Valentin, répondre, parce que toi, tu apprécies énormément ce Batman, et les Batman de Burton font partie de tes préférés. Ah bah oui, moi j'aime beaucoup ce Batman-là parce que tu disais que tu savais pas s'il y avait des traits de caractère. Il fait une bonne réplique on l'a eu en VF, donc, mais c'est la même réplique en VF et en VO. À un moment, on le voit dans l'abondance, il dit vous voulez faire les dingues, on va faire les dingues, un truc comme ça. D'accord. C'est tiré directement de ses films. Et puis moi j'aime beaucoup ce Batman parce que, et d'ailleurs, le film nous le montre comme le Batman par défaut, le Batman originel, le Batman le plus iconique en tout cas, parce que quand il fait le fameux Yes, I'm Batman. On voit qu'il acquiesce et il le fait comme si c'était une évidence. Et là, le public comprend. Ah bah oui, bien sûr, c'est lui, c'est le Batman qu'on connaît tous. Moi, je comprends que vous puissiez avoir aucune attache avec celui-ci, mais donc vous n'avez pas subi l'effet doudou nostalgique. Qu'est-ce que vous pensez du personnage sans cet effet doudou nostalgique? Justement, ça va être intéressant de savoir qu'est-ce qu'on peut ressentir quand on n'a pas ce waouh quand on voit le film, quand on voit le Batman. Moi, je trouve ce Batman très intéressant et qui dénote un peu avec les Batman actuels qu'on peut avoir, que ça soit Robert Pattinson ou même Christian Bale ou même Ben Affleck, qui sont des Batman très sérieux, très serious business, très sombres, très noirs, alors que là on a un Batman déjà qui ose porter une couleur sur son costume, donc du jaune, et un Batman très intéressant qui a un petit aspect un peu cartoonesque. On a sa panoplie de gadgets un peu loufoque, on a un peu ce style de combat très centré sur sa cape où il imite réellement la chauve-souris qui bondit sur un ennemi. Il manquerait plus que les pow et les kawabunga qui arrivent sur l'écran pour qu'on pense que c'est vraiment un Batman de dessin animé ou de cartoon. Donc je trouve ce Batman très intéressant. Ah, tu parlais d'iconisation, pour le coup là je trouve que c'est le personnage le plus iconisé du film. Il y a même un plan où on voit dans la bande-annonce aussi où il tombe du Bat-Avion, et le Bat-Avion se reflète dans la lune, donc on a le Bat-Signal carrément dans le ciel avec le Batman qui tombe. Je trouve que c'est le Batman le plus iconisé en tout cas de ces dernières années, même si le Pattinson déjà on y allait fort niveau iconisation, hein. I'm Vengeance c'était déjà assez fort, et toutes ces scènes d'action, moi j'étais super satisfait parce que c'est un acteur qui a un certain âge, et généralement les acteurs qui ont un certain âge dans les productions actuelles, on leur fait faire quelques scènes d'action et souvent ça se révèle un petit peu cheap. Je pense à Han Solo
Harrison Ford qui court péniblement dans des couloirs dans Star Wars 7, ça fait peine à voir, quoi. Là, j'ai trouvé que, pour être un peu vulgaire, Michael Keaton, il botte des culs, quoi. Oui, totalement, je parlais d'un Batman cartoonesque, mais finalement, on se retrouve quand même avec un Batman qui a l'air d'avoir accompli sa mission et qui, en plus, on le voit dans les scènes d'action, n'hésite pas à briser des colonnes vertébrales. Alors, on ne sait pas si ce Batman tue, on n'a pas l'information, mais en tout cas, il remplit pas mal de lits à l'hosto. Je suis totalement d'accord avec toi. Seulement, mon Batman préféré est beaucoup plus sombre, comme je l'ai dit avant. Le Batfleck, c'est vraiment cet aspect vraiment sombre. En fin de carrière, en fait, vraiment, c'est le Batman qu'on voit dans The Dark Knight Returns, en fait, tout simplement. Qui casse littéralement des gueules, excusez-moi du terme, et qui n'hésite pas à se battre avec son meilleur ami, donc qui est Superman. Et c'est vraiment ce Batman-là que je préfère, contrairement au, comme Hugo le dit, un Batman qui est un peu cartoonesque, un peu parodique, en fait, des derniers Batman. Après, c'est plus le Bat Keaton qui a établi quelque chose que les autres ont rendu plus sombre. C'est pas lui qui a parodié les autres, alors c'est dans l'autre sens. De toute façon, là, au cinéma, Batman, depuis les années 2000, il est de plus en plus sombre et on a l'impression que c'est un peu ce que le public veut. Il n'y a qu'à voir le succès du dernier The Batman où on voit un Batman très sombre et le film a été un carton. Donc c'est un peu cet aspect-là de Batman que les gens recherchent et qui ne vont peut-être pas retrouver dans ce film-là. Mais c'est une proposition de Batman qui est tout à fait intéressante. Ouais, moi j'aime bien qu'on fasse revenir un Batman un petit peu plus classique, moins sombre, beaucoup moins sombre que les autres. On sort un petit peu la tête de l'eau de la déprime ambiante quand on regarde un Batman, en tout cas en ce moment. Tant qu'on parle de Batman, parlons du deuxième, vite fait, du deuxième Batman du film. Hélas, la dernière apparition du Batfleck, en tout cas ce qui est annoncé. Pour l'instant, en effet. Qu'est-ce que vous avez pensé du Batfleck ? Comme à chaque fois, vraiment très bon au niveau du jeu. Ben Affleck, toujours très bon Batman. Et pourtant, les gens voulaient pas le voir en Batman. Hein. Et ça, je ne comprends pas, justement. Et même la scène d'action, tu l'as évoqué un peu plus tôt, est très bonne avec lui également, même si évidemment on donne plus d'importance à Flash qui est en parallèle, mais la scène où on voit le Ben Affleck en action, vraiment pour moi ça reste du Batman, même si c'est vrai que ça fait bizarre au vu des derniers films où on le voit en action cette fois-ci en plein jour, alors qu'à chaque fois on le voyait vraiment en pleine nuit, ce qui rendait son aspect encore plus sombre, encore plus dangereux et vraiment triste malgré tout. Pour le coup, moi j'ai moins ressenti cet aspect décharné du personnage, le Batman qu'on n'a plus rien à foutre, qui tue sans hésiter, qu'on avait dans Batman vs Superman. Et c'est Hugo qui en parlait en sortant de la séance. Le film se lance très vite. On a une toute petite scène avec Flash qui commande un sandwich et qui est vite appelé par Alfred car Batman a besoin de lui car il se passe quelque chose à Gotham City. Et la Flash traverse beaucoup de régions où on se demande un peu ce qui se passe, où est Flash et où il va. Il atterrit dans un Gotham City très beau et de jour, ce qui est assez rare pour le souligner. Et là, on se retrouve avec une sorte de petite mission où Batfleck, lui, pourchasse des méchants qui ont qui ont mis la main sur virus numéro 95 pour détruire l'humanité. Et Flash qui, lui, doit rester pour sauver le monde qu'il y a sur place. Et apparemment réparer un peu les conneries que peut faire Batfleck, qui nous souligne du coup qu'on a affaire à un Batman assez violent qui fait pas dans la dentelle et qui fait pas spécialement attention à ce qui l'entoure et qui donne comme corvée à Flash de sauver son bazar pendant que lui va sauver le monde. En effet, moi je trouvais que son intervention était captivante et je suis triste de ne jamais, ou en tout cas pas plus souvent revoir ce Batman. Ne parle pas trop de malheur, il reste encore un film dans le Snyder Universe. Peut-être qu'il apparaîtra. Alors on le verra peut-être en scène post-générique. Revenons aussi sur un des personnages emblématiques de la promotion du film, donc la fameuse Supergirl, interprétée par Sasha Cale. Et moi, pour le coup, j'ai trouvé qu'elle n'était pas si présente que ça dans le film, en fait. Les bandes annonces en montrent beaucoup, et il y a très peu d'images, en fait, qu'on ne voit pas dans les bandes annonces, et elle n'est pas si omniprésente dans le film, comme la bande annonce pouvait le laisser entendre, je trouve. Après, son personnage était, pendant un moment, on le pensait clé dans le film, et au final, il ne s'est avéré qu'il n'était que secondaire. Donc, son rôle ne va pas être d'être tout le temps à l'écran. Évidemment, on reste toujours sur Flash qu'on suit. Donc Kara est vraiment là pour épauler Flash, pour combattre Zod, comme on voit dans la bande-annonce. En plus, elle sort d'un bunker et je trouve que ça justifie son aspect femme torturée avec le regard noir pendant tout le film. Et j'ai trouvé la prestation de l'actrice plutôt convaincante.
Non, moi je vous rejoins là-dessus. Il y a un effet un peu Shere Khan dans le livre de la jungle, c'est-à-dire qu'on en parle pendant tout le film pour la voir que très peu de temps. Mais le fait qu'on en parle pendant une bonne partie du film fait qu'elle a de l'importance. Et au moment où on la voit, on pense qu'elle va être l'élément de résolution. Et finalement, le film part sur totalement autre chose et nous rappelle que le film s'appelle The Flash. Et non pas Justice League Tie-In ou Supergirl. Ouais, ce qui est très appréciable d'ailleurs. Exactement, et d'ailleurs la référence que tu faisais au bunker, son état de santé si on peut dire, et la résolution de son état est encore un des points justement qui est tiré du Flashpoint Paradox, et un des meilleurs moments pour moi justement où c'est on libère justement le Kryptonien en question pour nous aider et pour casser des gueules alors qu'on n'y arrive pas tout simplement. C'est ce qui débloque vraiment la situation, aussi bien dans le film que dans l'origine story du Flashpoint. Et le dernier personnage sur lequel je voulais revenir, c'est Michael Shannon. Alors on a déjà abordé un petit peu tout à l'heure, mais juste pour dire que comme Supergirl, en fait, il est encore moins présent qu'elle. Et au final, son temps d'apparition est court. Oui, en fait, il a pas grand-chose à faire dans le film, si ce n'est rejouer ses scènes de Man of Steel. Oui, d'ailleurs, il a vraiment été crédité dans le film. C'est pas des scènes qui ont été reprises de... Ah non, oui, il joue de nouvelles scènes. Oui. Il joue de nouvelles scènes, parce qu'on pourrait penser le contraire, parce on sent qu'il a exactement le même rôle que dans le film Man of Steel, et que là, dans ce film-là, Général Zod a finalement dans l'histoire un rôle assez tertiaire et n'est pas du tout l'enjeu du film. Très bien, alors je pense qu'on en a fini avec les acteurs et on pourra passer aux visuels, les visuels du film. Alors il y en a beaucoup qui critiquaient la bande-annonce en disant que les effets spéciaux avaient pas l'air terminés et que ça allait être grossièrement moche. Même les premières critiques, les premiers retours qu'on a vus parlaient en mal du visuel du film. Qu'est-ce que vous en avez pensé, vous? Parce que les effets spéciaux sont terminés là? Parce que j'avoue que certains étaient vraiment mal faits. En tout cas, ils auraient pu être mieux avec ce qu'ils proposaient dans le film, parce que certains étaient vraiment très bien, je trouve. Notamment les éclairs quand Flash court, et certains effets justement à ce niveau-là par rapport au pouvoir de Flash. On en parlera un peu plus tard. Non, là je rejoins Loïc sur les effets spéciaux, je les trouve assez convenables, hein. On n'a pas de suspension d'incrédulité, on sent que le film nous montre ce qu'il a à montrer, mais sans vraiment aller plus loin et sans avoir une grande envie de montrer des effets spéciaux qui décollent la rétine et qui... Il n'y a pas d'effet waouh dans le film où on contemple une image, où on voit une scène qui est là, ah ouais, celle-là claque. Non, il n'y a pas de scène comme ça dans le film, mais les effets spéciaux font tout à fait le taf. Tu dis qu'il n'y a pas d'effet waouh, mais moi j'ai quand même été très convaincu pendant tout le film, et au contraire de ce que dit Loïc, toutes les scènes où Flash court, moi je trouve que c'est justement c'est ce qui est le moins convaincant, je trouve, dans le film. Parce que déjà l'acteur sait pas trop courir, je trouve, et il y a cette espèce de dissonance entre lui qui court et le sol, on a l'impression qu'en fait il touche pas le sol du tout. Pour moi ça me fait sortir du film quand je vois ça. C'était déjà un problème des autres films où il apparaît, hein. Et en termes d'effets spéciaux, je trouve que c'est là les pires scènes en tout cas. Au contraire de tout le reste du film, je trouve que toutes les apparitions de Supergirl sont convaincantes visuellement, et même toutes celles de Michael Keaton, on voit à aucun moment la doublure du gars. Moi je trouve que tout est convaincant. Oui, convaincant c'est le mot, tout est assez standard et on ne retiendra rien de particulier ou de saisissant dans les visuels du film, mais tout est convaincant et on peut pas dire il y a peut-être les moments où Flash est ralenti, où il court, qui peuvent être un peu en dessous de ce qu'on peut avoir l'habitude d'avoir dans ce genre de moment, mais on est dans du standard. On a la bataille finale qui est une fois de plus dans un endroit vide, comme si on voulait s'éloigner des villes, et du coup on sort une scène d'action finale qui est sympathique mais qu'on retiendra pas. Ouais, pour le coup, au niveau visuel, je suis d'accord, ça fait un peu bouilli, un peu comme toutes les fins des films d'ici, je trouve, hein. Même Wonder Woman, à la fin, c'est dégueulasse. Lequel Wonder Woman? Les deux. Mais, non, en fait, la fin du 1 est dégueulasse et tout le 2 est dégueulasse aussi, je trouve. Bref, on n'est pas là pour parler de ça. En tout cas, on sent bien que le film est là, comme Hugo dit, à montrer ce qu'il avait à montrer, mais il n'est pas là pour vraiment en mettre plein les yeux, tout simplement. Ouais, c'est vrai, on peut pas dire qu'il en met plein les yeux. Et en parlant de visuel, moi je trouve que la réalisation du film est très convaincante. Et c'est là que j'avais peur que, avec le bordel de production du film, que Andy Muschietti, le réalisateur de ça, chapitre 1 et 2 d'ailleurs, puisse pas pouvoir mettre sa patte. Et je trouve qu'il y a pas mal de plans qui sont iconiques. Je parlais tout à l'heure du bat-signal dans le ciel. Et il y a aussi, par exemple, quand il ferme son poing et qu'il révèle Supergirl, je trouve qu'il y a plein d'idées dans le film qui marchent bien et qui sont le signe, en tout cas, d'un réalisateur, alors j'allais dire talentueux, mais en tout cas, d'un réalisateur compétent et avec une
une petite vision derrière le film, et je trouve que c'est très appréciable. On va passer à l'aspect adaptation du comics Flashpoint, parce que le film se veut officiellement ou non officiellement une adaptation du Flashpoint. Loïc, est-ce que tu pourrais nous éclairer sur la manière dont le Flashpoint a été adapté? Est-ce que c'est bien ou pas? Suffisamment fidèle? Personnellement, je trouve qu'il est plutôt bien réussi. Certains aspects ont été gardés, évidemment tout n'a pas été gardé, car dans le Flashpoint Paradox, à l'origine, on est sur la même chose. Barry Allen retourne dans le passé pour sauver sa mère, et il se retrouve durant la Troisième Guerre mondiale, tout simplement, où les Atlantes se battent contre les Amazones, et il doit retrouver Batman, qui est maintenant Thomas Wayne, qui mène la résistance contre les Atlantes, si je me trompe pas. Ils doivent trouver Superman pour arrêter justement la guerre, car eux ne sont pas assez puissants. Ils le trouvent emprisonné et donc faible, car il n'a plus de ressources en soleil, etc. Il est vraiment très faible. Et une fois qu'il sort, il casse des gueules parce que du coup il veut se venger, etc. Et il y a cet aspect également de Flash qui à un moment perd ses pouvoirs et les retrouve d'une manière assez originale et pas du tout naturelle, contrairement à la fois où il les obtient la première fois. Et ça justement, cet aspect là on le voit dans le film, et c'est ce que j'ai trouvé intéressant. C'était plutôt audacieux, mais je trouve que globalement c'était une bonne adaptation. Les aspects qui ont été modifiés sont corrects, comme par exemple Superman qui n'est plus Superman mais Supergirl. C'est pas gênant, et justement l'origin story également de Supergirl est courte, claire et correcte également, donc vraiment c'était juste le strict nécessaire pour comprendre qui elle était, pourquoi elle était là et à quoi elle sert. Donc je trouve que vraiment sur l'adaptation de Flashpoint, on est bon. Ok, donc pour ceux qui auront lu le comics Flashpoint, s'ils veulent voir une bonne adaptation, tu conseilles d'aller voir le film? Personnellement, oui, en tout cas pour cette adaptation. Très bien. Eh bien, je pense qu'on peut dire que malgré l'avis mitigé de Loïc et notre enthousiasme avec Hugo, globalement, on vous encourage à aller voir le film, et c'est là que va s'achever la partie non-spoiler. Donc si vous ne voulez rien savoir du film, partez de cette vidéo. On vous laisse laisser un petit pouce au passage et vous abonner à la chaîne, et on continue tout de suite avec la partie spoiler. Pour commencer avec la partie spoiler... Batman meurt. Et pas qu'une fois. Et 2 fois. Et ouais, et je crois que c'est un truc qui t'a bien plu, ça, Hugo, que... Non, pas spécialement, mais c'est... Bon, maintenant, avec Endgame, on commence à voir de plus en plus d'héros mourir, mais voir Batman mourir 2 fois, on se dit que ça a le mérite d'exister, d'être là. Ça fait toujours quelque chose de voir les héros échouer. Alors, c'est ce qu'on nous avait promis avec cette histoire de Justice League qui, normalement, devait être en 2 parties. Avec le premier film, on voit les héros complètement échouer. Et bah là, on voit des héros échouer, et c'est assez intéressant. Moi, c'est ce que j'ai bien aimé avec le film. Alors déjà, voir Michael Keaton en Batman mourir, ça fait quelque chose quand on aime bien les films de Tim Burton. Ça... Et en plus 2 fois, ouais, comme vous le dites. Et puis, justement, la fin du film nous dit que, de toute façon, la situation est insoluble et qu'il faut la réparer de base. Oui, on nous le dit clairement, la solution, le conflit ne peut pas être réglé, il va falloir faire en sorte que cet univers qui a été un peu créé malgré lui cesse d'exister et qu'on passe à autre chose et qu'on revienne dans l'univers classique qui, dans 2 films, va aussi cesser d'exister. Oui, c'est vrai, ouais. On parlera de la fin du multivers, enfin, de la fin du Snyderverse après. Loïc, qu'est-ce que tu as pensé, toi, des morts de Batman ? Évidemment, une mort de Batman, ça touche toujours. J'étais moins attaché au Batman de Keaton. Si ça avait été le Batfleck, ça m'aurait brisé le cœur, j'aurais pleuré. Ouais, le Batfleck ne meurt même pas dans le film, mais moi je suis content que le Batfleck meure pas. Sur les morts du Bat Keaton, je trouve que ça va dans la continuité de ce que je disais tout à l'heure sur l'iconisation du personnage. Ces 2 morts, moi je trouve qu'elles sont super iconiques. La première, il se sacrifie. La deuxième, il meurt héroïquement contre un personnage, et puis à la fin, il fait « Non, laisse-moi !» Moi j'ai trouvé que le gars était super convaincant, et en fait, ces 2 morts étaient dans la continuité du personnage. Enfin, ces 2 morts visibles, parce que on comprend qu'il va mourir plein de fois. Et c'est d'ailleurs le déclic de Barry Allen pour dire faut qu'on arrête de retourner dans le passé pour essayer de le sauver, faut qu'on passe à autre chose, faut vraiment qu'on réalise que dans tous les cas il doit mourir. C'est même pas il va mourir, c'est il doit mourir. C'est comme sa mère, elle doit mourir pour finalement que tout retourne dans l'ordre. Donc c'est vraiment le déclic de Barry Allen du coup qui est retourné dans le passé. Bah, quand on disait tout à l'heure qu'on aimait beaucoup le drame autour des parents de Barry Allen, avec Hugo on en parlait à la sortie de la séance, c'est que
tout ce qui se passe autour de sa mère à la fin, la dernière scène là avec où il doit retourner et reprendre la boîte de tomates à sa mère, moi je trouve que c'était vraiment le point culminant du film, et Ezra Miller a réussi à me donner de l'émotion, et la scène, je trouve qu'elle marche super bien. Mais tout cet aspect-là du film fonctionne très bien, et ce qui est amusant avec ce film, c'est qu'on nous présente la situation d'introduction comme il faut sauver la mère, et la fin du film comme il faut laisser partir la mère. Donc quelque part, pour sauver l'univers, il faut que sa mère se sacrifie, puisqu'on nous amène très vite l'idée que on a des événements qui, peu importe où dans l'univers et dans le multivers, sont impossibles à échapper. Et malheureusement pour notre Barry Allen, cet événement de la mort de sa mère fait partie de ces événements impossibles à délier, et donc il va devoir accepter le fait que sa mère meure pour éviter la destruction du multivers et la fin du monde. Ouais, moi j'aime beaucoup ces thématiques de destin inévitable. C'était un peu, on a eu un peu la même chose, enfin la même thématique traitée dans le Spider-Man Across the Spider-Verse, mais moi j'aime beaucoup ces thématiques-là en tout cas. Ça, c'est quelque chose qui me touche beaucoup quand à la fin justement ces scènes sont traitées avec sérieux, comme on disait tout à l'heure. Les thématiques de ces deux films justement qui viennent d'être cités, donc Spider-Man et du coup Flash dont on est en train de parler, veulent faire évoluer la maturité de leurs héros pour les faire devenir finalement ce qu'ils doivent être, des héros matures, capables de prendre du recul sur les choses qui les entourent, pour dire une vie par rapport à des millions, qu'est-ce que c'est. Et moi je trouve que ce traitement, comme on disait tout à l'heure, ça détonne par rapport au film Marvel de super-héros, où c'est tout le temps de la pantalonnade. C'est vraiment, moi je trouve, le plus gros point fort du film en tout cas. La comparaison la plus simple, ça serait que le dernier film Spider-Man, qui a des thématiques en commun, mais qui ne les aborde pas du tout de la même façon. On pense à ce Spider-Man donc, qui a été démasqué dans le deuxième film, et qui est l'enjeu du troisième film, c'est que Peter Parker se rend compte que non, se faire démasquer, c'est pas cool, et donc du coup, il se dit que, tiens, il va aller voir son pote magicien pour régler le problème, mais de manière un peu nonchalante, de manière un peu par-dessus la jambe, et sans prendre au sérieux tout ça, et sans vraiment réfléchir aux solutions et aux conséquences de ça. Et amener à prétexte de nous ramener d'autres personnages, d'anciens personnages, et qui repartent aussitôt et sans réelles conséquences sur le multivers et sans réels enjeux à cette histoire. Oui, tu parles de No Way Home. À la fin, c'est traité vite fait, sérieusement, quand Doctor Strange remet en place le multivers, là, et puis qu'il lui dit, du coup, tout le monde va t'oublier. Si, il y a un aspect sérieux, oui. Mais c'est 5 minutes dans le film à la fin, donc c'est facile de faire ça. Alors que là, quand on dit que oui, la dernière scène est très, très émouvante, c'est que c'est pendant tout le film, en fait. Parce que dans No Way Home, il fait le pitre tout le long, Peter Parker. Il fait des conneries pendant tout le film. Quand il y a des méchants qui viennent de d'autres univers, ils se foutent de leur gueule. Oh, toi, t'es Docteur Octopus, c'est marrant, Octopus, dis donc, c'est un nom bizarre. Alors que là, le Flash qui choisit d'aller sauver sa mère, il le fait d'une bonne intention. Il le fait pas en faisant le pitre. Oh bah tiens, je vais essayer de sauver ma mère, on va voir ce que ça va faire. Non, il fait une erreur, mais pas en faisant le mariole. Et cette erreur, il apprend à la corriger tout seul, et c'est pas lui qui amène l'humour du film. Donc lui, il reste sérieux tout le long, et c'est quelque chose que j'ai beaucoup apprécié. Oui, il finit par accepter qu'il a fait une erreur, à la réparer, et en subir les conséquences, mais tout en passe le film à nous dire, et c'est quand même intéressant que ce soit Bruce Wayne à 2 reprises et 2 personnages différents, qui lui disent qu'il faut accepter son passé et que les souffrances font partie de la personne qu'on est. Alors quand c'est Bruce Wayne qui le dit, avec ce qu'il a vécu et le meurtre de ses parents enfants, ça résonne encore plus. Ouais, surtout que c'est 2 Bruce Wayne totalement différents. Totalement différents, mais aussi tous les 2 très âgés, donc qui sont en fin d'exploitation, j'ai envie de dire, en fin de carrière de Batman. On sent que c'est deux Bruce Wayne très matures et qui ont du vécu et qui ont accompli énormément de choses, et qui finalement se rendent compte que si Martha et Thomas Wayne n'étaient pas morts, ils ne seraient jamais devenus Batman. D'ailleurs, j'ai bien aimé une réplique du Bat Keaton qui dit ah oui, tu apprends aussi à rester seul. Et en fait, c'est ça que Barry doit apprendre aussi, c'est rester seul dans son appart, parce que l'autre Barry, il a des colocs, et puis il a eu sa mère aussi, alors que l'autre, il est tout seul finalement, il a pas son père ni sa mère, il a pas de coloc, il est tout seul, il flirte un petit peu avec Chris, et c'est ça que j'ai bien aimé, c'est que le Keaton aussi, enfin, le Batfleck et le Keaton transmet des choses au Flash, des choses de la vie, j'ai envie de dire, des leçons de vie. Les 2 Barry Allen qu'on nous propose sont 2 extrémités, avec celui qui est seul, qui n'a rien eu, qui a eu la vie compliquée et qui a dû grandir, et on sent que sa sagesse provient aussi de là, et l'autre Barry Allen qui vient d'avoir ses pouvoirs, qui se dit ah chouette des pouvoirs, et qui a un peu la vie de rêve d'un étudiant américain
aisée. Ouais, et tant qu'on est sur le traitement des super-héros, j'ai beaucoup aimé aussi, j'en parlais un peu tout à l'heure, le traitement de Supergirl, où on commence avec, on la sort du bunker, et en fait, il y a les Flash qui lui disent, bah du coup, tu vas venir nous aider hein, à tuer Zod. Et en fait, elle a dit, bah non, pourquoi je vous aiderais, moi j'aime pas les humains, ils m'ont enfermé pendant des années. Et j'ai bien aimé cette espèce d'idéologie qu'elle développe, alors c'est très vite balayé, bien sûr, mais j'ai aimé que ce soit là, que même si le personnage est pas très présent, elle aime pas les humains d'un premier abord, et qu'elle se rende compte avec ce que lui a fait Flash, avec l'aide qu'il lui a portée, elle lui dit après, mais pourquoi t'es venu m'aider, t'aurais pu me laisser là. Et j'ai bien aimé, même si c'est très rapide, j'ai bien aimé son traitement et sa manière et son twist de pensée, j'ai envie de dire. Oui, bah de ce qu'on comprend du film, elle a été très vite capturée sur Terre, elle n'a pas été élevée par les Kent, donc elle n'a pas vraiment découvert la vie humaine et elle a tout de suite été capturée, donc elle n'a connu que la cruauté et l'enfermement des humains. Donc quand on la libère pour lui dire ça serait bien que tu viennes sauver l'humanité du général Zod, elle dit mais pourquoi je ferais ça? Et c'est là qu'on découvre que dans cet univers-là, le Superman tel qu'on le connaît, le Boy Scout américain prêt à sauver les chats dans les arbres, ici n'existe pas et qu'on est sur une Supergirl qui, elle, s'en fiche des humains, mais qui, par l'acte de bravoure de Barry Allen, se rend compte que finalement il y a du bon dans les humains et que finalement le général Zod n'est pas un kryptonien au sens où elle l'entend. Totalement, et elle l'explique justement avec les paroles tu sais ce que représente mon symbole. L'un répond Supergirl, tandis que la réponse est donnée dans Man of Steel, c'est l'espoir. Et justement la famille de Elle, doit représenter l'espoir, et le général Zod ne le fait pas en fait. Elle le dit clairement, Kara le dit, les Kryptoniens doivent représenter l'espoir pour les autres, mais Zod ne le fait pas, donc ce n'est pas un vrai Kryptonien. Alors moi sur Supergirl, j'aurais une petite réserve où je me dis mais en quoi un Superman n'aurait pas fait l'affaire dans le rôle? Quelle est la plus-value ici d'avoir une Supergirl en fait, plutôt qu'un Superman? Parce qu'il pouvait pas mettre Henry Cavill. Oui, je pense que c'est parce que pour raison contractuelle, Henry Cavill ne pouvait pas reprendre son rôle, donc on a dû trouver un personnage très compétent, c'est pas là le souci, mais on se dit tiens, pourquoi on n'a pas un Superman, à part pour le twist de se dire que tiens, quand ils ouvrent le bunker, c'est pas à Superman qu'ils ont affaire, mais à Supergirl. Si, moi je trouve que le fait que ce soit une Supergirl, c'est... En fait, Barry s'attend au Superman pendant tout le long du film. Oui, on s'attend tous à Superman et on a un twist, et au final, même si on n'a pas affaire à Superman, Barry Allen décide quand même de la sauver, et c'est là qu'on se rend compte aussi de la bravoure et de la bonté de Flash qui lui voit un être humain, un être en danger, qu'on voit en plus dans son bunker très rachitique, en manque de soleil, donc il décide de la sauver et c'est là qu'on se rend compte qu'il est prêt à sauver n'importe qui. Exactement, on s'attendait à avoir un Superman spécifique, et finalement on se retrouve à avoir une femme, et on se retrouve également à avoir d'autres Superman. En parlant de Superman, est-ce qu'il serait pas le moment d'aborder l'aspect multivers du film? Parce que, comme on le disait tout à l'heure, le multivers est assez secondaire, voire tertiaire en fait. Peu présent. Ouais, peu présent, et c'est un bien, je trouve. Et par contre, quand il est présent, je trouve à la fin, il est présent qu'à la fin, d'ailleurs. On a 5 minutes où on voit vraiment le multivers, c'est à quoi il ressemble, et on a une idée très concrète de à quoi doit ressembler le multivers dans cet univers DC Snyder, mais on sait pas trop exactement comment l'appeler. Mais c'est un film qui se vend sur le multivers, mais qui, je trouve, ne l'est pas. Il y a une présence à la fin du multivers pour faire plaisir. Alors oui, à la fois pour faire plaisir aux fans, mais je trouve ça sert un petit peu le film quand même, parce que c'est vraiment là pour illustrer le fait que la décision que va prendre Barry d'aller sauver sa mère à la fin, ça va impacter tous les univers qu'on est en train de voir. Voilà, on voit l'univers de Christopher Reeves, on voit Christopher Reeves et sa Supergirl, on voit un vieux Flash, le Flash de la série des années 60, on voit une Batgirl sur l'écran à droite aussi, en noir et blanc je crois, et puis il y a une apparition magnifique. Et inattendue. Et inattendu, même si ça avait été annoncé un petit peu avant. Ça avait été annoncé, mais ça reste quand même très inattendu, même avec l'annonce. Et oui, on parle du fameux... Superman de Nicolas Cage qui devait réaliser avec Tim Burton, qui devait réaliser le film. C'est ça, ouais. Parce qu'il y a un projet longuement teasé et qui a été finalement annulé. Et d'ailleurs, on le voit, je pensais qu'on allait le voir brièvement en fait, mais on voit carrément toute une scène où il combat une tarentule géante. Moi j'ai trouvé ça super kiffant, et en plus moi j'adore l'acteur Nicolas Cage, et je trouve que c'est dommage finalement qu'il ait pas eu son film. Moi je trouve qu'il aurait fait un magnifique Superman. C'est le multivers sur lequel on passe le plus de temps quand il nous montre un peu tous ces multivers. C'est celui qui a le droit à sa petite scène, c'est celui qui a le droit à son combat et qui a le droit
une légère mise en avant par rapport aux autres. Pour le coup, je trouve que c'est justifié parce que c'est le seul qui n'a pas eu de film et donc on fait plaisir aux fans. Je trouve qu'il n'y a pas de mal à faire plaisir aux fans dans un film, il faut juste que ce soit pas trop long. Et c'est pas trop long là pour le coup. Ah non, moi qui n'avais pas forcément d'attache à ça, j'ai vu Nicolas Cage, j'ai compris que c'était en référence à ce fameux projet annulé. On le voit rapidement dans un petit combat et face à une espèce d'araignée géante et c'est très sympathique à voir et ça plaira aux fans, peut-être plaire et frustrer en même temps. Ah bah moi en tout cas ça m'a plu, c'était le petit bonbon à la fin du film qui te fait encore plus apprécier le film. Oui, donc ce film se vendait comme un peu la présentation du multiverse de DC, qui normalement devait se faire avant Marvel, mais qui finalement avec la production de ce film qui a été un long chemin, très long chemin, Marvel a fini par les devancer. Marvel a permis au grand public de comprendre à peu près ce que c'était un multiverse. Et encore comme tu le disais, le multiverse c'est pas très compliqué à comprendre. Oui, c'est finalement juste des univers alternatifs et on profite du fait d'avoir déjà des univers alternatifs avec les Batman de Keaton, les Batman, tous les autres Batman et je parle pour Marvel, les autres Spider-Man, donc des univers déjà là pour faire plaisir aux fans en imaginant que ces univers dans lesquels se passent ces films sont simplement des multiverses. Donc on nous présente ce multiverse on nous vend ce film comme une présentation des multiverses, mais au final, ils n'apparaissent que très peu et ne sont pas du tout l'enjeu du film. On nous rappelle pas mal de fois dans le film que finalement, c'est un film sur le voyage dans le temps et sur réparer des erreurs du passé pour réparer le futur et le présent. On nous présente ça comme ça dans le film. D'ailleurs, moi, j'ai beaucoup aimé la référence à Retour vers le futur où, en fait, dans leur monde, c'est Eric Stoltz qui joue Marty McFly, qui était d'ailleurs l'acteur qui était prévu à la base avant Michael J. Fox, et j'ai bien aimé la petite rêve d'ailleurs. Ce sont sur ces notes très positives qu'on va s'arrêter là. Eh bien, n'hésitez pas à vous abonner à cette merveilleuse chaîne, à laisser un pouce bleu, un commentaire, et puis on se retrouve très prochainement, sûrement en compagnie de Loïc. Ça dépendra de toi. Je l'espère en tout cas. Très bien. Hugo, t'as envie de revenir ? Oui, si mon emploi du temps le permet. Je vous remercie, messieurs, pour avoir participé à cette vidéo. J'espère que ça vous a plu. Et sur ce, je vous dis à très bientôt. Salut. Tchuss.